Bonjour, chers étudiants. Donc, nous voici aujourd'hui pour la présentation de votre cours de probabilité. Donc, ce cours de probabilité n'est rien d'autre que la continuité, du cours de statistique descriptive qu'on avait fait en premier semestre. En statistique descriptive, on avait essayé tout simplement, à partir d'événements certains, déterminer nos résultats en vue de procéder à leur analyse, voire à leur interprétation. Donc, de là, on avait des résultats issus d'événements certains, mais il peut y arriver, suivant des situations données, qu'on soit confronté à des événements aléatoires, c'est-à-dire des événements incertains, c'est-à-dire la faisabilité ou bien les résultats escomptés de ces événements sont contraints à des situations incertaines. Pour autant, on peut se permettre de s'intéresser à ces événements aléatoires, de pouvoir tout simplement calculer un certain nombre de résultats pour nous permettre d'avoir à les analyser ou bien à les interpréter. C'est ainsi que ce cours de probabilité va être tout simplement un support nous permettant de répondre à toutes ces préoccupations concernant nos différents calculs portant sur les événements aléatoires. D'où l'intitulé du cours, n'est-ce pas, le cours de probabilité. Maintenant, comme tout cours, nous allons essayer de définir d'une part, n'est-ce pas, nos objectifs de cours. Le cours de probabilité a comme principale finalité de permettre aux étudiants de la licence 1 de comprendre la démarche de l'analyse combinatoire à travers les dispositions combinatoires, c'est très important, n'est-ce pas? Dès qu'on parle de la probabilité, en amont, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle une approche combinatoire à travers des dispositions combinatoires. Quelles sont ces dispositions combinatoires? On va essayer de répondre à cette question. Ensuite, nous allons essayer de faire ou bien de vous permettre de faire la distinction entre les différents calculs de dénombrement. Lorsqu'on parle de dénombrement, nous tous nous pensons à un certain nombre tout simplement d'opérations. Je veux nommer la permutation, l'arrangement et éventuellement la combinaison. Là aussi, c'est très important. Aujourd'hui, au-delà de vouloir calculer, n'est-ce pas, le nombre de permutations, le nombre d'arrangements ou bien le nombre de combinaisons susceptibles d'être obtenues à travers un événement ou bien un univers quelconque, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une permutation? Est-ce qu'on a un arrangement? Ou bien est-ce qu'on a une combinaison? Là, c'est très important. À la fin de ce cours, vous devez être en mesure de savoir distinguer la notion de permutation, la notion d'arrangement et éventuellement la notion de combinaison. Mais aussi de comprendre le déroulement de la probabilité des événements. Oui, après avoir calculé ces opérations, il y a lieu maintenant de se dire comment on va procéder à la détermination d'un événement, bien entendu aléatoire. On est confronté à un événement aléatoire, on se permet de veiller à la faisabilité de l'opération, on a un outil, on a un indicateur appelé probabilité, une discipline appelée probabilité qui va nous permettre tout simplement de déterminer la faisabilité d'un événement aléatoire. De pouvoir calculer les probabilités des événements aléatoires et d'interpréter les résultats. J'ai l'habitude de le dire, en statistique et en probabilité, tout résultat doit être l'objet d'une interprétation, pour ne pas dire d'une analyse, mais aussi de pouvoir exprimer les probabilités conditionnelles des
des événements. Il peut y arriver à un moment donné que les événements soient directement liés. Dans ce cas, la probabilité de l'un des événements peut entraîner celle de l'autre. C'est ainsi qu'on pourra parler tout simplement de probabilité conditionnelle. Donc, en résumé, voici les principaux objectifs, voici les principales finalités qui se présentent à vous lorsqu'on parle tout simplement du cours de probabilité. Donc, ainsi, on aura un cours. Ce plan de cours, n'est-ce pas, va se présenter en 3 chapitres. Donc, je répète, 3 chapitres vont être débattus pour ce cours de probabilité. D'abord, on va s'intéresser aux éléments d'analyse combinatoire. Oui, on va parler de dénombrement, pour ne pas dire analyse combinatoire. En premier point, on va parler des dispositions combinatoires. En deuxième point, on va s'intéresser au calcul de dénombrement, comment calculer le nombre de permutations, le nombre d'arrangements ou le nombre tout simplement de combinaisons pouvant être réalisées. On peut aussi se permettre, en deuxième chapitre, de faire le calcul de probabilité des événements. C'est-à-dire quoi, n'est-ce pas? S'intéresser d'abord au vocabulaire de la probabilité, ensuite procéder au calcul des probabilités des événements et éventuellement essayer d'apprécier en dernier point de ce chapitre les propriétés de nos différentes probabilités calculées concernant nos événements, n'est-ce pas, aléatoires. Et troisième et dernier chapitre, on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. La première question qu'on va poser et faisant l'objet de notre premier point n'est rien d'autre que qu'est-ce que la probabilité conditionnelle? Ainsi, on va procéder aux définitions et aux applications de ces probabilités conditionnelles. Aux probabilités conditionnelles dérivées, là on peut parler de probabilité composée, là on peut parler des formules, n'est-ce pas, de Bayes, et éventuellement s'intéresser aux événements indépendants. Est-ce qu'il existe réellement une situation de probabilité conditionnelle entre les événements indépendants? Donc, voici ces différents points, ces 3 chapitres qui feront l'objet de notre présentation tout au long de ce cours de probabilité. Bien entendu, comme on l'avait fait en statistique descriptive, là aussi des travaux dirigés vont tout simplement être mis à votre disposition, c'est-à-dire chaque chapitre va être accompagné de travaux dirigés. Et chers étudiants, je vous suggère vivement d'avoir ces applications, ces travaux dirigés et de pouvoir tout simplement les préparer correctement. Ça nous permettra, lors des vidéos tout simplement conférences, de pouvoir disposer ensemble les meilleurs résultats, voire les bons résultats possibles. Donc là, ce sont des conseils et des recommandations que je vous suggère. Essayons de traiter correctement ces travaux dirigés et là, ça nous permettra d'aller très vite, tout simplement, à l'essentiel. Donc, voici les objectifs de cours qu'on se fixe et éventuellement les 3 chapitres qui feront l'objet de débats tout au long de ce cours de probabilité. Maintenant, premier chapitre, on va s'intéresser à notre premier chapitre. Chapitre 1, éléments d'analyse combinatoire. Lorsqu'on parle d'analyse combinatoire, on fait allusion à tout ce qui est calcul de dénombrement. Dans analyse combinatoire, il y a le concept combinaison, c'est-à-dire comment procéder à l'analyse des résultats portant sur toute opération de combinaison, portant sur toute opération de permutation ou sur toute opération tout simplement d'arrangement. C'est dans cette optique qu'on parle tout simplement de dénombrement. Dans dénombrement, il y a nombre.
Dans dénombrement, il y a décompte. Dans dénombrement, il y a lieu tout simplement de compter les différents résultats possibles que l'on peut obtenir. C'est ainsi que l'analyse combinatoire peut être définie comme étant l'étude des ensembles finis du point de vue du nombre. On a des ensembles finis. Un ensemble, c'est quoi? C'est un univers. Un ensemble, c'est quoi? C'est différents éléments ou bien différents objets qui font l'objet d'études. Donc, dans ce cas, on s'intéresse aux ensembles finis relativement à leur nombre. La plupart du temps, on a des nombres très élevés. Il y a lieu de voir de ces nombres très élevés comment on peut obtenir nos résultats de la manière la plus simple possible, en faisant une sélection, en faisant un classement ou bien en faisant un tri. Donc, d'où l'objet de dénombrement. À chaque fois qu'on est censé faire un dénombrement, on va classer, on va sélectionner, on va trier. Dans quel ordre? Dans quelle situation? Pour ce faire, il faut qu'on ait des dispositions. Donc, elle porte sur le dénombrement de la présentation d'objets ou d'éléments satisfaisant les conditions d'une étude donnée. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est dénombrement d'objets ou d'éléments satisfaisant les conditions d'une étude donnée. Ces objets peuvent être tout simplement, par exemple, des boules qui font l'objet, n'est-ce pas, de sélection, de classement ou bien de tri. Ça peut être des cartes, ça peut être des objets par ailleurs, nous permettant tout simplement de les classer, nous permettant tout simplement de les sélectionner, nous permettant tout simplement de les trier. Pour obtenir les résultats escomptés, il faut ce que l'on appelle des mesures de dénombrement. Donc l'analyse combinatoire est donc l'étude des différentes manières de classer ou de sélectionner les différents éléments ou objets d'un ensemble. Ça peut être 2 objets, ça peut être 3 objets, ça peut être 1000 objets. On se permet de pouvoir les classer. On peut avoir des outils nous permettant de classer les objets à travers ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Donc, on dira que l'analyse combinatoire sert d'outil dans plusieurs problèmes élémentaires en théorie des probabilités, dans le domaine des mathématiques, et trouve son origine dans ce que l'on appelle la théorie des jeux du hasard. Donc là, c'est très important. Donc, l'origine même de l'analyse combinatoire ou bien des calculs de dénombrement traduit l'existence de ce que l'on appelle des jeux. Les jeux du hasard, par exemple. Aujourd'hui, on est confronté à cette réalité. Toujours, vous voyez des gens calculer en n'en plus finir pour obtenir des résultats. Et j'ai l'habitude de dire, le fait de calculer ces résultats ne traduit pas que vous aurez le bon résultat. Les calculs de dénombrement ou bien d'analyse combinatoire ne vous donnent pas le bon résultat, mais vous donnent les différents résultats possibles. Sinon, tout le monde allait gagner au jeu du hasard. Sinon, tout le monde allait gagner au jeu du hasard. C'est parce qu'on a les résultats, un ensemble de résultats, c'est pourquoi on parle de dénombrement, mais on n'est pas en mesure de savoir quel est le bon résultat. Et comme son nom l'indique, c'est le hasard qui nous permet d'avoir le bon résultat. C'est pourquoi, dès l'entame de mes propos, j'avais dit qu'il s'agit d'événements aléatoires, c'est-à-dire des événements dont les résultats sont incertains. Donc là, c'est très important. Maintenant, pour pouvoir mener à bien notre analyse combinatoire, ou bien pour pouvoir décrire correctement nos calculs de dénombrement, il faut obligatoirement ce que l'on appelle des dispositions. On les appelle dispositions combinatoires. C'est comme le cadre dans lequel on est censé mener à bien nos calculs. C'est comme si on se permet d'avoir tout simplement une réglementation à partir de laquelle on dit voici ce qui nous permet de réaliser nos résultats. Donc, à partir
faut des dispositions combinatoires. On appelle disposition combinatoire l'ensemble des règles et conditions définissant la réalisation d'une opération de dénombrement, c'est-à-dire la réalisation d'une opération de classement ou de sélection de plusieurs événements d'un ensemble. On veut réaliser une opération de classement, on veut réaliser une opération de sélection. Il y a lieu de se dire comment on va mener à bien ce classement ou bien cette sélection. Il faut une disposition ou bien des dispositions, des conditions nous permettant de le faire. Le classement va se faire par ordre. Le classement va se faire par désordre. Le classement va se faire par tout simplement de manière aléatoire. Le classement va se faire de manière répétitive ou bien de manière non répétitive. Là, on précise la nature des dispositions combinatoires. Pourquoi on les considère comme étant l'ensemble des règles et des conditions définissant la réalisation d'une opération de classement. C'est ainsi qu'on a plusieurs combinaisons qui peuvent se présenter à vous. On a des dispositions, n'est-ce pas, ordonnées, selon que l'ordre, n'est-ce pas, se présente de manière croissante ou décroissante, de manière numérique ou bien de manière alphabétique, n'est-ce pas? De manière croissante ou décroissante, là, on fait allusion tout simplement du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit, selon qu'on procède par classement ou bien par sélection. De manière numérique, là, on fait allusion tout simplement au numéro ou bien au nombre, n'est-ce pas? Par paire, par impair, n'est-ce pas? Là, ça nous permet d'avoir une idée du classement qu'on va réaliser. De manière alphabétique, là, on utilise les lettres A jusqu'à Z, où ça dépend des conditions prédéfinies. De manière désordonnée, là, l'ordre n'est pas pris en compte. N'est-ce pas? De manière ordonnée, l'ordre est pris en compte. Ici, l'ordre n'est pas pris en compte. Dans ce cas, on parle de disposition désordonnée ou bien de disposition non ordonnée. Ensuite, on a les dispositions avec et sans répétition. Là aussi, c'est très important. On est toujours confronté à cette réalité. À chaque fois qu'on est appelé à calculer, à chaque fois qu'on est appelé à classer, il faut se poser la question, est-ce que la répétition est prise en compte? Est-ce qu'il n'y a pas de répétition? Disposition avec répétition, c'est-à-dire qu'un élément considéré peut être classé plusieurs fois. Un élément considéré peut être tout simplement sélectionné plusieurs fois. Dans certains cas, on parle d'ex-aequo, n'est-ce pas? On peut parler d'ex-aequo dans certains cas. Dans certains événements aléatoires, on parle tout simplement d'ex-aequo. Sans répétition, ça veut dire qu'ici, l'élément ou l'objet ne peut être classé qu'une seule fois, voire même 0 fois. N'est-ce pas? On prend l'élément, on le classe et c'est terminé. On ne peut plus le reclasser ou bien le resélectionner. Dans ce cas, on parle de disposition sans répétition. Disposition aléatoire et non aléatoire, n'est-ce pas? Si on parle de disposition aléatoire, nous concernant, dans le cadre de la probabilité, on fait allusion tout simplement à des dispositions dont les événements sont incertains, n'est-ce pas? Alors que lorsqu'on parle de disposition non aléatoire, là, on dira que tout simplement, les résultats sont connus d'avance. Alors que dans une situation aléatoire, les résultats ne sont pas connus d'avance. D'où l'intérêt, d'où tout simplement l'existence de la probabilité. Et enfin, on peut parler dans toujours la présentation des dispositions, les dispositions finies et les dispositions infinies. Comme leur nom l'indique, disposition finie, le nombre est connu d'avance ou bien peut être connu d'avance, n'est-ce pas? 100, 200, 300, 400, etc. 2, 3, ce sont des valeurs finies, n'est-ce pas? Alors que disposition infinie, là, n'est-ce pas? Le résultat ou bien le nombre d'éléments considérés n'est pas en mesure d'être spécifié.
n'est pas en mesure d'être tout simplement défini suivant des résultats. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de dispositions, nous concernant ici, on va faire allusion à des dispositions finies, n'est-ce pas? À des dispositions aléatoires, à des dispositions avec et sans répétition, à des dispositions ordonnées et non ordonnées. Donc là, on verra que pour une situation donnée, on peut avoir des dispositions de différentes natures à la fois. Dispositions ordonnées avec ou sans répétition, dispositions désordonnées avec ou sans répétition, bien entendu, toujours selon qu'on ait une disposition finie. Tant qu'on n'a pas la nature de ces dispositions, chers étudiants, je répète, tant qu'on n'a pas la nature de ces dispositions, on ne peut pas réaliser nos opérations de dénombrement, n'est-ce pas? Et ensuite, on ne peut pas calculer la probabilité de nos événements. C'est très important, les gars. Chers étudiants, il faut toujours savoir identifier la nature de la disposition soumise à votre disposition. L'épreuve qu'on a nous permet, à travers un indicateur ou bien à travers une situation, de déterminer la nature de la disposition. C'est très important. Dès qu'on connaît la nature de la disposition, on dira que maintenant, on peut se permettre de calculer, de faire le nombre de classements à travers la permutation, à travers l'arrangement, à travers la combinaison. Là, c'est très, très, très important. C'est très important. Ensuite, maintenant, lorsqu'on veut calculer ces opérations, permutation, arrangement et combinaison, il faut obligatoirement ce que l'on appelle un indicateur de référence appelé principe multiplicateur. C'est une obligation. Lorsqu'on calcule la permutation, on aura besoin de ce principe multiplicateur. On aura besoin de ce principe multiplicateur pour l'arrangement et éventuellement pour la combinaison. Maintenant, que nous permet ce principe multiplicateur? Donc, on nous dit que ce principe multiplicateur exprime le nombre de fois possible pouvant permettre d'exprimer le décompte des résultats de l'opération. Les opérations qu'on a nous permettent d'avoir autant de résultats possibles. Et si on se permet d'avoir ces différents résultats possibles, c'est grâce à ce que l'on appelle le principe multiplicateur. Ce principe multiplicateur n'est rien d'autre que ce que l'on appelle la fonction factorielle. Et là, si vous regardez très bien le document, cette fonction factorielle est notée par le nombre, n'est-ce pas, n points d'exclamation. Et n points d'exclamation se lit n factoriel. Donc, c'est la valeur factorielle qui va nous permettre, in fine, de pouvoir tout simplement exprimer les résultats qu'on aura. Et n factoriel égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à la valeur n. N'est-ce pas? On multiplie toutes les valeurs possibles inférieures à n jusqu'à n. N'est-ce pas? Donc, on a n factoriel qui est égal à 1 factoriel qui est égal à 1 factoriel fois 2 factoriel jusqu'à n factoriel. Par exemple, si je donne 5 factoriel, on multiplie 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 et on a le résultat. Si je dis 3 factoriel, on aura 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2, ça nous donne 2. 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc 3 factoriel est égal à 6. Avec votre machine aussi, vous vous permettez aussi de calculer les valeurs factorielles. Donc si vous avez votre machine, on a les touches, n'est-ce pas? On a les signes en haut des touches. Si vous regardez, il y a des signes en haut des touches, n'est-ce pas? Là maintenant, vous voyez n factoriel. Et à chaque fois que vous voulez calculer une valeur factorielle, par exemple 5, vous mettez 5 et vous tapez d'abord la touche seconde de fonction, n'est-ce pas? Et ensuite, vous revenez sur la touche d'en haut où on a n factoriel et là, vous tapez cette touche-là et vous aurez votre résultat. Donc là, on donne un exemple. Lorsque le nombre n'est pas très élevé, on peut le calculer directement.
on peut faire 1 fois 2 fois 3, ça nous donne 3 factoriel, c'est égal à 6. Mais supposons qu'on vous donne 10 factoriel, 20 factoriel, 100 factoriel, c'est uniquement à travers la machine qu'on pourra avoir un tel résultat. Donc, d'où l'intérêt de cette valeur factorielle, notée n factoriel, qui nous permet de déterminer nos calculs de probabilité. À partir des dispositions, on doit avoir un principe multiplicateur, et ce principe multiplicateur va nous permettre, les gars, de pouvoir disposer de notre résultat final. C'est ainsi que, n'est-ce pas, on peut se permettre, je répète, c'est ainsi qu'on peut se permettre maintenant de déterminer les valeurs factorielles. Les valeurs factorielles aidant, on peut se permettre maintenant de déterminer ce qu'on appelle tout simplement les calculs de dénombrement. Donc, deuxième point, on va voir ce qu'on appelle les calculs de dénombrement. Donc, on vient d'identifier nos dispositions, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on va réaliser nos sélections ou nos classements. On vient aussi d'avoir comme outil le principe multiplicateur, la valeur factorielle, et c'est à partir de là maintenant qu'on pourra s'intéresser à tout ce qui est calcul de dénombrement. Et là, on va retenir 3 opérateurs ou bien 3 opérations de dénombrement. Première opération, la permutation. Deuxième opération, n'est-ce pas, l'arrangement. Et troisième opération, la combinaison. D'abord, que nous renseignent ces différentes opérations? Qu'est-ce qu'une permutation, les gars? Qu'est-ce, n'est-ce pas, qu'un arrangement? Et enfin, qu'est-ce qu'une combinaison? Et enfin, on aura un tableau nous permettant tout simplement de pouvoir distinguer ces valeurs, n'est-ce pas, les unes des autres. Donc, les calculs de dénombrement en deuxième point nous permettent de répondre aux questions de décompte ou au nombre de résultats pouvant être réalisés lors d'un classement ou d'une sélection d'éléments ou d'objets. On veut réaliser des sélections, on veut réaliser des classements, si vous voulez, on veut faire des tris portant sur des éléments ou des objets. Et la finalité, c'est quoi? D'avoir les résultats. Comment obtenir les résultats? À travers ce que l'on appelle les calculs de dénombrement. D'où, je le disais tantôt, la notion de dénombrement renvoie à tout ce qui est activité, à tout ce qui est exercice de décompte. Tout ce qui est exercice de décompte nous permettant d'avoir un certain nombre de résultats. Là, c'est un exercice, c'est une pratique de tous les jours dont on est plus ou moins confronté. Maintenant, quelle est la particularité ici? La particularité ici est que, à travers les calculs de dénombrement, on a directement nos résultats. Je dis, on a directement nos résultats. Est-ce que ce sont les meilleurs résultats? Point d'interrogation. Mais c'est sûr, on aura les résultats. Et peut-être, dans ces résultats, le ou les meilleurs résultats, ils s'y trouvent. Donc là, on va essayer de voir comment on va conceptualiser les calculs à partir des opérations, nous permettant de faire nos meilleurs classements, nous permettant de faire nos meilleures sélections possibles. Donc, première opération, n'est-ce pas, la permutation. Première opération, la permutation. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la permutation? D'emblée, lorsqu'on parle de permutation, il faut se dire qu'on a à procéder à un classement ou à une sélection de n éléments. On a n éléments. Ça peut être 5 éléments, ça peut être 10 éléments, ça peut être 20 éléments, comme ça peut être 2 ou 3 éléments. On a ces éléments dont on aimerait les classer, dont on aimerait les sélectionner. Suivant quel ordre? Là, il faut un peu s'arrêter et voir que lorsqu'on parle de permutation, il y a d'abord ce fait que tous les éléments de l'ensemble sont concernés. Tous les éléments de l'ensemble sont concernés. C'est un premier point. Deuxième point,
La sélection ou le classement se fait généralement par ordre. Se fait généralement par ordre. Donc, je répète, on parle de permutation lorsque la sélection ou le classement concerne tous les éléments et que la disposition est souvent ordonnée. Je répète encore une fois, on parle de permutation lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une opération de classement ou de sélection portant sur tous les éléments de l'ensemble, et que la réalisation se fait par ordre. Donc là, on va ordonner les éléments un à un. On va classer les éléments de manière ordonnée, un à un, et que tout le monde soit considéré. Lorsque tout le monde est considéré, on parle de permutation. C'est pourquoi on dit que soit un ensemble d'éléments, d'un univers ou d'un ensemble. On appelle permutation opération de classement ou de sélection souvent ordonnée, et vous voyez, j'ai souligné ordonnée, souvent ordonnée, tous les éléments de l'ensemble. J'ai souligné tous les éléments de l'ensemble. Supposons qu'on ait 5 éléments. Ces 5 éléments devant être classés entre eux de manière ordonnée, on parle de permutation. Très simplement. Donc, dans permutation, tous les éléments sont concernés et que l'ordre est pris en compte. Dans permutation, tous les éléments sont concernés et que l'ordre est pris en compte. Si tel est le cas, on parle de permutation. OK. Non, cette permutation, on l'a dit, peut se faire de deux manières. Soit elle va se faire sans répétition, ou bien elle va se faire avec répétition. Donc, je répète, la permutation, comme toute opération de dénombrement, peut se faire de deux manières, ou bien de deux situations. Selon que la permutation, n'est-ce pas, se fait sans répétition, ou bien qu'elle puisse se réaliser avec répétition. Maintenant, prenons le cas où la permutation se fait sans répétition. Ça veut dire que les éléments sont pris une seule fois, selon le classement ordonné, ou bien selon la sélection ordonnée. Dans ce cas, on dira que le nombre de résultats est noté Pn. On a P indice n. P indice n veut dire permutation de n éléments. C'est ça que veut dire P indice n. Permutation de n éléments. Et le résultat n'est rien d'autre que P indice n est égal à n factoriel. Je répète, lorsqu'on a une permutation sans répétition, on a à déterminer le nombre de résultats notés P indice n, tel que P indice n est égal à n factoriel. N factoriel, c'est le n factoriel qu'on avait utilisé avec le principe multiplicateur. Donc, si on a à faire une permutation de 10 éléments, on aura 10 factoriels, sans répétition. Si c'est 100, on aura 100 factoriels, sans répétition. Et application, on y va, calculer le nombre de résultats possibles des nombres 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il faut compter le nombre de chiffres qu'on a. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a 5 nombres. N est égal à 5. Donc, l'ensemble qu'on a est constitué de 5 éléments. 5 est égal, N est égal à 5. Alors, n'est-ce pas, P, N est égal à 5 factoriel. Le résultat, on a 100, 120 résultats possibles. Donc, pour sélectionner, pour permuter, n'est-ce pas, 5 éléments d'un ensemble, on peut avoir comme résultat 5 factoriels, d'où le résultat est égal à 120. 5 factoriel est égal à 120. Donc là, c'est très, très, très important, les gars. Donc là, on ferme les yeux, on met n factoriel. Et vous prenez votre machine, vous tapez 5 factoriel est égal à 120. Vous le regardez au niveau, tout simplement, des chiffres ou bien des signes qui sont sur les touches, n'est-ce pas? Et là, vous avez la valeur factorielle.
Et là, vous aurez le résultat. Deuxième situation de permutation, permutation avec répétition. Très bien. Deuxième situation, on a permutation avec répétition. Allons-y. On reprend. Permutation avec répétition. Qu'est-ce que ça nous donne? N'est-ce pas? Là, je dis permutation avec répétition. C'est-à-dire quoi? Un élément peut être l'objet de classement en autant de fois possible. On peut prendre un élément qu'on peut répéter 2 fois. On peut prendre un élément qu'on peut répéter 3 fois. On peut prendre un élément qu'on peut répéter autant de fois possible. Donc là, c'est très important. Hein? Dans ce cas, même si c'est un seul élément qui est répété, n'est-ce pas, 2 ou 3 fois, je répète, même si c'est un seul élément qui est répété 2 ou 3 fois, là, il y a répétition. Il n'est pas dit que c'est un seul élément qu'on n'a pas de répétition. Non. Si un seul élément est répété alors que les autres ne sont que répétés une seule fois, dites-vous bien qu'il y a répétition. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire dans ces conditions? Très simple. Il y a lieu tout simplement de pouvoir procéder à la formule suivante. D'abord, j'ai noté P'N. P'N veut dire qu'il y a répétition. Je répète. Je dis P'N. P'N indique qu'il y a répétition. Essayez de retrouver la page, si vous voulez. P'N nous indique qu'il y a répétition. C'est bon. Donc, P'N est égal à n factoriel. N factoriel, c'est toujours le nombre d'éléments. N factoriel, c'est toujours le nombre d'éléments qu'on divise par chaque élément répété. En factoriel, qu'on divise par chaque élément répété en factoriel. N factoriel est le nombre d'éléments. On suit les gars? N factoriel est le nombre d'éléments. Et N1 désigne un élément répété. N2 désigne un élément répété. N3 désigne un élément répété. Là, on fait les produits. N1 factoriel fois N2 factoriel jusqu'à Nk factoriel. Je répète encore une fois. On est dans une situation de permutation avec répétition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on procède à une permutation suivant laquelle des éléments de l'ensemble peuvent être répétés en autant de fois. 2 fois, 3 fois. Même si c'est un élément qui est répété, on s'arrête pour dire qu'il y a répétition. Donc, on aura P'N comme répétition est égal à n factoriel. N factoriel est le nombre d'éléments divisé par le produit de chaque élément répété. 1 factoriel, un élément répété. 2 factoriel, un autre élément répété. K factoriel, un autre élément répété. C'est pourquoi j'ai dit N1, N2, N3 jusqu'à Nk sont les éléments répétés. Ok, certains me diront que c'est un peu complexe, voire difficile. Oui, je comprends. Les sérères vont me dire que c'est un peu difficile parce qu'ils ne comprennent pas bien entendu les calculs ou bien ils ont peur des calculs. Je vais leur faciliter la tâche. Je vais leur dire, voici l'application qu'on a. Suivant l'application 2, on vous dit déterminer le nombre de permutations possibles, n'est-ce pas, de la situation suivante. On nous donne différents nombres. 1, 2, 2, 3, 4, 5. D'emblée, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des nombres qui font l'objet de répétition. On constate qu'il y a des nombres qui font l'objet de répétition. Bien entendu. C'est quoi? C'est le nombre 1, 2 fois, qui est répété 2 fois, et le nombre 2, qui est répété 2 fois. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit. N est égal à 7. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N est égal à 7. Je précise, 1 est répété 2 fois. 1 se répète 2 fois. 2 se répète 2 fois. Qu'est-ce qu'on a? On constate qu'on a 2 valeurs qui se répètent 2 fois. 1 qui se répète 2 fois,
2 qui se répète 2 fois. Donc, P'7 n comme égal à 7 est égal à 7 factoriel, n factoriel, on divise les éléments qui se répètent. 1 se répète 2 fois, on met 2 factoriels. Ce n'est pas 1 factoriel, mais c'est 2 factoriels. Parce que 1 se répète 2 fois. 2 se répète 2 fois, c'est 2, on met 2 factoriels. Donc on aura 7 factoriels divisé par 2 factoriels fois 2 factoriels. Si on avait 3 qui se répètent 2 fois, on va mettre fois 2 factoriels. Là, il faut calculer le nombre de répétitions et non pas la valeur considérée. 2 se répète 2 fois, on met divisé par 2 factoriels. 1 se répète 2 fois, on met 2 divisé par 2 factoriels. Au final, on a 2 valeurs qui se répètent en 2 fois, on met 2 factoriels fois 2 factoriels en division. Et là, on aura 7 factoriels divisé par 2 factoriels fois 2 factoriels. In fine, qu'est-ce qu'on a? In fine, on aura 1260 comme résultat. Imaginez le fait qu'on se permet de faire les sélections, les permutations possibles en autant de fois. On va rester ici des heures et des heures pour nous permettre d'avoir ces résultats. Et est-ce qu'on aura les bons résultats? Point d'interrogation. D'où l'intérêt de ce que l'on appelle tout simplement les calculs de dénombrement. Donc là, c'est notre premier, n'est-ce pas, type d'opération de dénombrement. Je veux nommer tout simplement les calculs de permutation. Encore, je répète, on appelle permutation toute sélection, tout classement, n'est-ce pas, ordonné de tous les éléments d'un ensemble. À chaque fois qu'on parle de permutation, les gars, on fait allusion à une sélection ou bien à un classement ordonné, même si on dit souvent ordonné. Même si on le dit souvent. Donc, lorsque l'ordre est pris en compte et que tous les éléments sont concernés, fermez les yeux et dites que c'est une permutation. Je répète, lorsque tous les éléments sont concernés par la sélection ou bien le classement et que l'ordre est pris en compte, automatiquement, dites-vous bien que c'est une permutation. Donc, en première, tout simplement, présentation, voici ce que l'on peut retenir concernant notre premier chapitre portant sur les analyses combinatoires. Bien entendu, il nous reste, n'est-ce pas, la dernière partie de ce chapitre 1 qu'on va présenter pour la prochaine séance, nous permettant de mieux cerner et de distinguer les opérations de dénombrement ou bien d'analyse combinatoire. Maintenant, pour terminer, je répète que tout simplement, un TD a été mis à votre disposition, n'est-ce pas? Malheureusement, vous n'allez pas être en mesure de traiter tout le TD parce qu'on n'a pas encore touché aux arrangements et aux combinaisons, mais il y a, n'est-ce pas, des QCM qui ont été aussi présentés. Là, vous êtes en mesure de répondre à ces QCM parce que ça porte sur les dispositions d'analyse combinatoire. Donc, chers étudiants, n'ayez pas peur, ce sont des calculs, comme j'ai l'habitude de le dire en statistique. D'abord, apprenez le cours. Apprenez-moi le cours. De la même manière que je vous avais demandé d'apprendre le cours de statistique, il y a lieu d'apprendre le cours de probabilité, comme tout autre cours. Dès que vous apprenez ce cours, vous n'aurez pas de problème pour pouvoir distinguer les opérations de permutation, n'est-ce pas, les opérations d'arrangement, les opérations de combinaison les unes des autres. Donc, je vous exalte véritablement à ce que vous apprenez le cours et éventuellement le reste avec les TD, avec les QCM, ça va devenir tout simplement très, très, très facile. À bon entendeur,
salue. Donc, on se verra prochainement, n'est-ce pas, vendredi, Inch'Allah, pour la vidéoconférence nous permettant de mieux répondre à vos préoccupations, d'apporter des éléments de réponse à vos questions et éventuellement de donner des éléments de réponse au QCM qui se présente à vous dans la plateforme. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis encore une fois du courage parce que ce n'est pas toujours évident. Situation oblige, on est confronté à cette réalité et là, on doit être en mesure tout simplement de s'adapter à cette réalité. Je salue tout le monde, n'est-ce pas, et je vous dis à la prochaine.